histoire d'en dire plus. Trois mois avec combien de temps de retard? Bien sûr, mon cousin, tu es né en 1079 et monsieur est un écuyer de Jeanne d'Arc et moi je suis la reine d'Angleterre, non? Ok? Un son! Silence, Mao, je parlemente. Ce qu'il appelle les bouleros, c'est du dragonal. D'autres personnes? Quel genre de personnes? Bah, ça serait des gens comme vous. Alors, mes petits anarchistes du dimanche, Des vieux. installez-vous bien dans votre Clipan, la marque Ikea, à 399 € et prêt à parler du film qui vous a fait réaliser que votre vie était aussi excitante qu'un épisode des Feux de l'amour. On va causer de Fight Club, ce monument cinématographique qui a transformé toute une génération de mecs en philosophes de comptoir qui cite Tyler Durden après trois pintes. Bon, avant qu'on commence, faut qu'on établisse des règles. Première règle de Fight Club, on ne parle pas du Fight Club. Deuxième règle du Fight Club, on ne parle pas du Fight Club. Maintenant qu'on a posé ça, on va passer les 40 prochaines minutes à violer ces règles comme Sarkozy viole la présomption d'innocence. Parce que voilà, c'est ça l'esprit punk. On emmerde les règles. C'est comme ça que tout a commencé. Chuck Palahniuk et sa gueule cassée. L'histoire de Fight Club, ça commence avec Chuck Palahniuk, un mec qui bossait comme un mécano diesel le jour, écrivait des trucs chelous la nuit. Un jour, ce génie se pointe au taf avec la tronche défoncée de façon lendemain de match PSG-OM au Parc des Princes. Ses collègues, c'est l'âge de première, font comme si de rien n'était. Personne ne lui demande ce qu'il s'est passé. C'est là que Chuck se dit: Putain, mais on vit dans une société de tapettes, de confrontation. Cette révélation, c'est le déclic. Il se met à écrire Fight Club, l'histoire d'un mec tellement paumé qu'il se tape dessus tout seul pour ressentir quelque chose. Le manuscrit, il l'a envoyé partout, et partout on lui a dit: non, mais t'es malade ou quoi? C'est quoi cette merde nihiliste? Les éditeurs américains, ces gardiens de la morale à deux balles, trouvaient ça trop violent, trop sombre, trop tout. W. Norton, probablement après une soirée au whisky, arrosée au whisky frelaté, a accepté de publier ce truc en 1996. Le bouquin est devenu culte chez les marginaux et les dépressifs fonctionnels, mais c'est quand Hollywood a mis ses sales pattes dessus que ça a vraiment explosé. Et qui s'est dit: tiens, j'ai possible. David Fincher, le mec qui nous avait déjà traumatisé avec Seven et ses putains de têtes dans la boîte. David Fincher, le Kubrick sous coke. David Fincher, c'est le genre de réalisateur qui te fait refaire une scène où tu ouvres une porte 47 fois parce que la poignée ne fait pas le bon bruit. Un perfectionnisme maladif qui transforme ses plateaux en camp de travail. Quand il a lu le script de Jim Hulse, sa première réaction a été: putain, c'est exactement le genre de merde subversive qui va faire péter un câble au studio. J'adore. La Fox, dans un moment d'égarement total, a accepté de financer ce délire à hauteur de 63 millions de dollars. 63 pour un film qui chie sur le capitalisme. C'est comme si finançait un documentaire sur l'évasion fiscale. L'ironie est tellement grosse qu'elle aurait pu se présenter au présidentiel. Fincher, ce taré, voulait que tout soit authentique.
Les mecs devaient vraiment se taper dessus. Le savon devait vraiment être fait avec de la graisse. Et les immeubles devaient vraiment avoir l'air de pouvoir exploser. Il a transformé le tournage en expérience traumatisante pour tout le monde. Et le pire, c'est que ça a marché. Le casting. Quand les plus beaux mecs d'Hollywood acceptent de se faire massacrer. Edward Norton, ce mec qui venait de jouer un néo-nazi dans American History X et qui s'est dit, tiens, maintenant, j'ai joué un schizophrène insomniaque qui se bat contre lui-même. Le type a perdu 17 kilos pour le rôle. Il bouffait que dalle, dormait pas et ressemblait vraiment à ces cadavres ambulants qu'on croise à la Défense le lundi matin. Then, Fincher voulait Brad Pitt. Pas le Brad Pitt des comédies romantiques à la con, non. Il voulait un Brad Pitt qui accepterait de perdre une dent, de fumer comme un pompier et de fabriquer du savon avec de la graisse humaine. Brad, qui en avait l'habitude de jouer les beaux gosses dans les films de merde, a sauté sur l'occasion comme Balkany sur une valise de billets. Brad a insisté pour être torse nu le plus souvent possible. Pas pour un narcissisme, non. Il trouvait ça hilarant de voir les spectateurs, hommes et femmes confondus, baver devant ses abdos, tout en écoutant des discours anti-système. Si on doit détruire le capitalisme, autant le faire avec style. Qu'a-t-il dit? Et Nella Bonham Carter, pour Marla Singer, c'était parfait. Fincher cherchait quelqu'un qui incarnait une femme qui avait l'air d'avoir baisé avec la mort et qui en demande. Elena s'est pointée au casting avec ses cheveux en bataille et une clope au bec et a dit: c'est bon, j'ai le rôle ou je peux aller me faire foutre? Embauché direct. Le plus beau dans tout ça, c'est Jared Leto en Angel Face. Face d'ange. Prendre un des plus beaux gosses d'Hollywood et le transformer en steak haché, fallait oser. La scène où Norton lui défonce la gueule, c'est du grand art. Apparemment, Leto a vraiment flippé pendant le tournage, pensant que Norton avait pété un plomb pour de vrai. Meatloaf, que j'adore, un musicien, Robert Paulson, maire de 40 kilos, c'était le délire total. Le mec pouvait pas porter les choses plus de 20 minutes sans risquer de se péter le dos définitivement. Du coup, il tournait la scène par petits bouts. Et Norton a failli crever étouffé entre ses nichons en latex. Imaginez l'épitaphe. Mort et Meatloaf. Classe. Non? Le tournage. 150 jours en enfer avec un perfectionniste sadique. Le tournage de Fight Club, c'est l'équivalent cinématographique de la bataille de Verdun. 150 jours de souffrance pure sous la direction d'un Fincher en roue bas. Ce malade faisait refaire les prises jusqu'à ce que les acteurs chialent du sang. Il y a une scène où Norton verse du fait 23 fois pour verser du putain de café. La première scène de combat entre Norton et Pitt, tournée dans un parking pourri de Los Angeles, c'est là que la folie a vraiment commencé. Fincher leur a dit: battez-vous pour de vrai, mais faites gaffe à pas vous tuer. Résultat, Pitt s'est ouvert la lèvre et le sang qu'on voit à l'écran, c'est pas du sirop de grenadine, c'est du vrai jus de Brad Pitt premium quality. La scène de la brûlure chimique, putain, c'est du sadisme pur. Pour que la douleur de Norton ait l'air crédible, Fincher, ce fils de pute génial, lui a fait écouter des enregistrements de vrais gens qui hurlent de douleur. Pendant qu'il versait du vinaigre sur la main
en récitant son texte sur l'élimination par la douleur. C'est beau, là, hein. Donc, il a mis du vinaigre avec du bicarbonate de soude. Et ça fait cet effet de mousse. L'anecdote la plus dingue concerne la scène de cul entre Tyler et Marla. Dans le script original, Marla devait dire « Je veux... » La Fox a fait une crise d'apoplexie. « Non mais vous êtes malade, on peut pas dire ça. » Fincher, malin comme un singe, a accepté de changer la réplique, mais à une condition. La nouvelle version serait définitive, peu importe ce que c'était. La nouvelle réplique, je n'ai pas baisé comme ça depuis le collège. Les excès de la Fox ont supplié de remettre la version avortement, mais trop tard. Fincher 1, Fox 0. Là, ils sont fait, mais